Dans le Mac de la santé aujourd'hui, on vous parle d'un effet un peu particulier, l'effet placebo. Oui, on le prend souvent pour une arnaque de la médecine, mais en réalité, c'est tout le contraire. Ça peut même marcher dans la chirurgie, je sais. C'est hallucinant et ça fait partie des choses très étonnantes qu'on apprend dans ce livre qu'on vous présente dans quelques instants. Bonjour à tous, bienvenue au Mac de la santé, je suis ravi de vous accueillir, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous avez pu vous reposer. Pour ceux et celles qui ont eu la chance de partir et faire ce qu'on appelle le pont, en tout cas, on est ravis de vous accueillir durant 1 heure pour parler de santé, de bien-être, répondre aux questions que vous nous posez et celles que vous recevez. Rim, bonjour. Bonjour Jimmy. Aujourd'hui, vous répondez à la question très intéressante de Teresa à propos de l'anti-moustique et des crèmes solaires. Exactement, elle aimerait savoir si on peut mettre ces deux produits en même temps ou l'un après l'autre et vous allez voir qu'ils ont des effets l'un sur l'autre et qu'on pourrait être moins bien protégé du soleil en mettant de la crème anti-moustique. Mais il y a des solutions quand même. Vous allez m'apprendre quelque chose. Christophe Mercier-Tellier, bonjour. Bonjour Jimmy. Ah, punaise. Oui, il fallait la faire celle-là. Mais celles-ci, elles sont quand même sournoises. Puis elles ne piquent que pendant la nuit. Les punaises. Et les punaises, oui, absolument. Au cas où ma prestation n'a pas pu être très bien comprise par nos téléspectateurs, oui, absolument. on va parler des punaises de Des lit. punaises de lit, absolument. Et elles ne piquent que pendant la nuit. Vous les cherchez le jour, vous les trouvez pas. Mais je vais vous donner quelques indices pour pouvoir les repérer. Ça peut toujours être utile. Docteur Diana Cadouche, bonjour. Bonjour. On va parler de l'été et de la faim qu'on peut avoir. Et oui, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, Jimmy, mais l'été, de temps en temps, on aime bien un petit peu crâner, j'ai envie de dire, et dire tiens, j'ai moins faim, je mangerai C'est moins. vrai. C'est vrai, hein. Oui. Et ben, je suis là pour vous expliquer pourquoi et finalement comment on peut en profiter peut-être sur Pour le perdre poids. du poids, Pour parce que perdre du souvent, on mange pas, mais on finit par ne pas perdre non Je plus. vais vous expliquer pourquoi. Le Mac de la santé, c'est également du reportage. Et dans notre série Le Pouls de la France, nous irons dans l'Aude, à Carcassonne, à la découverte d'une super initiative, un centre médical réservé aux patients qui sont atteints de maladies chroniques et qui n'ont pas de médecin traitant. Nous répondons ensuite à toutes vos questions autour des petits et gros bobos au niveau des yeux. Comment faire la différence entre un orgelet et un chalazion? Comment les traiter? Que faire en cas de corps étranger dans l'œil ou de simple conjonctivite? Eh bien, les explications avec un médecin ophtalmologue. Je vous rappelle que nous sommes en direct, que vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555. Et tout de suite, il est temps de retrouver Emma Strack. Bonjour Emma. Bonjour Jimmy, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et nous sommes ravis de débuter ce journal par une bonne nouvelle concernant la santé du petit Elio. Oui, on vous avait parlé dans le Mac de la santé de ce garçon de 4 ans et demi atteint d'une leucémie rare. Ses parents avaient appelé à la mobilisation pour espérer trouver un donneur compatible de moelle osseuse. Alors je leur laisse la parole pour vous annoncer cette formidable nouvelle. Écoutez. On a trouvé un greffon pour Elio. C'est trop bien. Les prochaines semaines vont être hyper intenses, mais vraiment merci à tous. Merci du fond du cœur. On vous embrasse. Nous aussi, on les embrasse avec c'est une mignon. mention spéciale pour Elio. Son histoire avait largement ému et de nombreuses personnes s'étaient préinscrites pour devenir donneuses. Oui, don de moelle osseuse, puisque là on parle d'un don de la moelle osseuse et on sait que les chances de trouver un donneur compatible sont extrêmement rares. En dehors des dons dans une fratrie, on est de l'ordre de 1 chance sur 1 million. Comme quoi la solidarité, ça paye. Alors si vous avez entre 18 et 35 ans et que vous êtes en bonne santé, n'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire sur le site www.dondemoelleosseuse.fr. C'est un mot que vous connaissez forcément et qui reste pourtant chargé de mystère. On s'intéresse maintenant à ce qu'on appelle le placebo. Une pilule de sucre ou du sérum physiologique au lieu d'un véritable traitement. Certains considèrent le placebo comme une grosse arnaque alors que son effet est bien réel et ce, depuis la nuit des temps, contre des petits bobos ou carrément à la place d'une chirurgie. C'est ce qu'on apprend dans ce livre passionnant, Placebo, enquête historique et scientifique sur un mystère médical, publié par 3 chercheurs aux éditions Les Arènes. Et pour en parler, nous sommes ravis de recevoir l'un des auteurs de ce livre, Léo Druard. Il est kinésithérapeute et chercheur en sciences de la rééducation à l'université de Brown aux États-Unis. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est vrai que quand on parle de l'effet placebo, il y a souvent du mépris. On vous donne quelque chose et c'est l'effet placebo, c'est dans ta tête. Qu'est-ce que c'est que l'effet placebo? Est-ce qu'il a une vraie efficacité? Bien sûr. Alors l'effet placebo, on le comprend beaucoup mieux maintenant qu'avant. Il y a beaucoup de recherches maintenant qui ont été faites dessus et aujourd'hui on comprend que l'effet placebo, c'est l'effet du contexte de soin. Ça veut dire c'est l'effet de fait qu'on prenne soin des gens. Et en fait, c'est tous ces petits signes dans le contexte
qui vont dire aux gens et qui vont dire au cerveau, il y a quelque chose de positif qui est en train de se passer. Le contexte, c'est quoi? C'est-à-dire d'être sympathique, d'être Par gentil, on exemple, crée quelque chose déjà en c'est tant que ça. soignant? C'est ça, c'est que par exemple, on est sympa, on est rassurant, c'est le fait que chaque fois que quelqu'un est allé voir un soignant ou une soignante, ben, en fait, ils vont mieux après. Et toutes ces choses-là apprennent à notre cerveau de dire, ben, tous ces petits indices que je vois vont me soulager après. Et ça Et donc repose ça, sur c'est des l'effet éléments placebo. tangibles parce que c'est empirique. Bien sûr. On voit bien quand on voit le médecin et qu'il est sympathique ou le soignant, ça se passe un peu mieux. Mais est-ce qu'on a des études qui montrent qu'il se passe vraiment quelque chose? Bien sûr, alors maintenant, il y a plein d'études très sérieuses qu'on détaille justement dans le livre pour parler justement de la neurophysiologie derrière l'effet placebo qui explique quelles sont les molécules que le cerveau sécrète pour nous soulager. Et pour, en fait, c'est comme si le cerveau baissait le volume de certains symptômes et décidait de dire, ben là, moins de douleur parce que je vois que les choses qui se passent vont me faire du bien. Oui, ça ne va pas traiter une maladie, ça va agir sur les symptômes. Exactement, vous avez tout à fait raison et c'est important de le préciser parce que sinon, en effet, si on n'a pas un regard très critique aussi sur ce qu'il peut faire et ce qu'il peut ne pas faire, ben on va se retrouver à rentrer dans de l'arnaque. C'est au XVIIIe siècle qu'un pharmacien anglais, John Quincy, applique le terme placebo au monde médical en désignant, je cite, des préparations qui satisfont les malades plutôt qu'elles ne leur sont utiles. Est-ce que ça veut dire que nos propres croyances et nos émotions vont jouer un rôle là-dedans ? Oui, ce qui déclenche en fait l'effet placebo, c'est les attentes qu'on a. Donc tous ces petits indices dont on parlait tout à l'heure vont créer des attentes chez les gens et c'est les attentes qui vont dire « Ah, je m'attends à aller mieux après » et dans le cas de l'effet nocebo, je m'attends à aller moins bien. Et en fait, c'est bien ça, c'est comme ça que marche l'effet placebo, en effet. Mais par exemple, si je prends de l'homéopathie et que je ne crois pas à l'homéopathie, ça va marcher quand même ou il faut que j'ai des attentes pour que ça fonctionne correctement ? Alors, il faut qu'on ait des attentes, mais les attentes, elles ne sont pas forcément conscientes. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez des attentes du fait de dire chaque fois que j'ai pris une petite pilule blanche, après, ça allait mieux. Et que ce soit de l'homéopathie ou pas, votre corps, il a appris à réagir de cette manière-là. Mais si vous avez des attentes en plus, en disant, en fait, je prends de l'homéopathie, peut-être que ça va me soulager, et bien vous créez de l'attente, ça va marcher encore mieux. Et après, vous pourriez même vous dire, je prends de l'homéopathie, mais en fait, je sais que peut-être dedans, il y a une part d'effet placebo importante, et bien ça peut encore encourager, du coup, à faire plus d'effets de votre traitement. Et après, Ça, c'est ce qui nous concerne nous-mêmes. Et Oui. puis, on l'a évoqué tout à l'heure avec la relation entre le soigné et le soignant. Oui. Hippocrate, qu'on considère comme le père de la médecine, reconnaissait déjà l'importance de la posture adoptée par le soignant. Et vous citez cette recommandation vis-à-vis du patient, ne lui faites pas connaître vos craintes sur l'état présent ni sur l'avenir. En commettant cette double faute, on le jette souvent dans l'anxiété. Ça veut dire qu'il faut rassurer, quand on est soignant, le malade pour que le traitement ou le placebo fonctionne d'autant mieux ? Et ouais, en fait, il y a une fine ligne là, une ligne de crête un peu éthique à naviguer, où il faut en effet une transparence dans les informations qu'on donne aux gens, et il faut aussi faire attention à ne pas créer de l'anxiété qui n'est pas nécessaire. Et donc, du coup, il faut informer les gens tout en étant rassurant. Et là, c'est pas facile, et ça, c'est un peu la chose qu'on apprend quand on est soignant ou soignante, à être à la fois transparent dans ces informations sans créer de l'anxiété. Et ça, c'est par exemple quand on voit toutes les choses sur l'antivirus, ces choses-là, on voit aussi du coup qu'il y a de l'anxiété des fois qui est créée aussi par tout ce qui est social autour des pathologies. Placebo qui permet également de faire progresser la science et l'un des premiers essais médicaux qui a été contrôlé avec ce qu'on appelle un placebo, ça porte sur le scorbut. Les résultats sont publiés en 1753 par James Lind. En fait, il prend 12 marins qui sont atteints du scorbut, une carence en vitamine C, qu'il va répartir en 6 groupes. Pendant 15 jours, il va donner un traitement différent, du cidre, du vinaigre, de l'eau de mer et des agrumes. Et finalement, on se rend compte que le groupe traité aux agrumes, et notamment aux oranges, guérit en quelques jours. Et c'est grâce à cette méthode de comparaison que James Lind a trouvé le bon traitement contre le scorbut. Et aujourd'hui, dans les études, on doit utiliser, dans les meilleures études, un placebo versus le vrai traitement. Complètement. En fait, le placebo, il est très connu parce qu'en fait, au final, c'est utilisé en recherche pour vérifier si un traitement fait mieux que placebo. Et toute la manière dont on a eu aujourd'hui de construire qu'est-ce que ça veut dire un traitement efficace, c'était contre placebo. C'est aussi pour ça qu'il a une mauvaise réputation, parce qu'en fait, quand on dit à un chercheur ton traitement il fait placebo, ça veut dire pour eux 0. Et c'est pas du tout le cas, parce que les gens dans le groupe contrôle, dans le groupe placebo, ils vont quand même mieux. Et c'est pour ça qu'on a autant encore l'utilisation de placebo en recherche, et en clinique, du coup, il y a quand même ces effets qui existent toujours. Et alors, vous évoquez des recherches parfaitement hallucinantes dans ce livre. La chirurgie placebo qui s'est aussi montrée efficace, notamment contre l'arthrose du genou. Comment c'est possible, ça ? C'est ça. Alors, du coup, la chirurgie placebo, comment ça marche déjà ? C'est en fait, on va amener les gens à faire toute la partie de la chirurgie, sauf le geste technique en question qui est censé soigner. Et donc, du coup, ça veut dire on amène les gens à faire une anesthésie générale, on va faire une petite incision sur la peau, resuturer, mettre un pansement, et du coup, c'est ça une chirurgie placebo. Alors, en fait, pourquoi, du coup, il y a des chirurgies placebo ? Parce que la question, elle est de savoir, est-ce que la chirurgie qu'on va faire, ou par exemple, peut-être qu'on va aller gratter l'articulation, peut-être qu'on va aller couper un bout de ménisque, peut-être qu'on va changer une prothèse ou quelque chose comme ça, on va se poser la question, est-ce que ça marche mieux que simplement le petit geste de couper, refermer et mettre un pansement ? Il faut dire que la chirurgie placebo, c'est qu'en recherche.
Quand vous allez voir votre chirurgien ou votre Oui, bien chirurgienne, sûr. ils vont pas vous dire je leur dis pas, puis hop, on vous met une chirurgie placebo. Mais le résultat, c'était quoi du coup en recherche? Eh ben, c'est que les gens sont quand même soulagés dans le cadre des chirurgies placebo. Et en fait, et c'est ça qui est très surprenant, c'est qu'il y a beaucoup de chirurgies qui, quand on les a testées de cette manière, en fait, faisaient pas mieux que la chirurgie placebo. Ce qui pose plein de questions. Parce que du coup, en fait, on se dit, bon, bah, du coup, comment on choisit les traitements qu'on veut avoir? Et c'est là où c'est très intéressant d'en discuter avec ses soignants et ses soignantes, de dire, alors, du coup, ma chirurgie, qu'est-ce qu'elle va me faire? Comment elle va marcher? En tout cas, c'est passionnant. Ça veut dire que le placebo ne veut pas dire que ça ne marche pas du tout. Il se passe C'est ça. quelque chose que vous pouvez apprendre dans votre livre, qui est très bien fait, très bien raconté. Placebo, enquête historique et scientifique sur un mystère médical. C'est coécrit avec Richard Monvoisin et Nicolas Pinceau. Merci beaucoup d'avoir Merci. répondu à toutes nos questions. Merci Avec beaucoup. plaisir. Une nouvelle initiative maintenant pour offrir un peu de répit aux aidants de personnes malades ou dépendantes. Oui, certains EHPAD réservent des chambres pour accueillir une nuit ou deux des personnes dépendantes. Leur aidant peut en profiter pour se reposer. C'est un dispositif qui est en test dans 6 régions. Regardez ce reportage en Eure-et-Loire de Caroline Dieudonné, Arnold Gerster et Amalric Dumas. Donc on va faire salade de tomates. Depuis 8 ans, Jean-François a progressivement adapté son quotidien avec Françoise, son épouse atteinte d'Alzheimer, dont la santé s'est dégradée. Des fois, elle reste assise là-bas, elle attend. La plupart du temps aussi, elle vaque dans la salle à manger avec ses petits chiffons. Tout au long de la journée, pour Jean-François, une vigilance de chaque instant. En ce moment, je commence à aller dans le jardin pour tondre la pelouse ou préparer des choses. Mais je m'arrête tous les quarts d'heure, je vais voir si ça se passe bien, etc. Je vais surveiller. Les risques, c'est qu'elle tombe ou qu'elle fasse quelque chose qui va bas. Malgré le passage d'une aide à domicile le matin, ce retraité se sent parfois dépassé et épuisé. Avance encore. C'est fatigant parce qu'il faut une tension permanente toute la journée, y compris la nuit, parce que la nuit, moi, je dors pas ou je cogite, etc. C'est-à-dire, on accumule, en fait, toute la semaine, on accumule. C'est compliqué. Hop. Depuis 2 ans, Jean-François fait appel à des dispositifs de répit destinés aux aidants. Ce jour-là, le couple prend la route vers un établissement médico-social qui propose un accueil de nuit. C'est un trajet que je fais toutes les semaines. Je la dépose pour un accueil de nuit, suivi d'un accueil de jour, pour la récupérer jeudi matin. Il bénéficie de quelques places dédiées dans le cadre d'une expérimentation déployée dans 6 régions. Bonjour. Bonjour Françoise. Voilà. Françoise va s'installer ici pour 1 journée et 2 nuits avec les résidents permanents de cet EHPAD. Pour l'accueil de nuit, on a 3 ou 4 aidants qui font appel à nous, donc de manière assez régulière. On fait à la fois des dates qui sont prévisionnelles, où on fait des situations d'urgence comme ça, au coup par coup, si j'ai de la place. Un dispositif de plus en plus sollicité depuis sa mise en place l'année dernière. Les demandes, elles sont assez exponentielles ces derniers temps. Nous, professionnels, on accompagne les personnes sur le temps de notre journée de travail. Un aidant, c'est en permanence. Ils ont besoin, quand ils appellent, ils sont en détresse souvent, et ils ont besoin qu'on leur apporte une solution rapidement. Quelques heures qui permettent de souffler. Pour Jean-François, toute cette journée est planifiée. L'intérêt de l'accueil de nuit, c'est que vraiment on a une coupure, vraiment une journée entière, sans contrainte. Tous mes rendez-vous médicaux, maintenant, je les mets le mercredi. Et en plus, le mercredi, ça me permet aussi de faire des loisirs, comme la peinture, par exemple. Voilà. Allez. Jean-François espère que l'expérimentation, prévue jusqu'au mois de juin, sera prolongée. Le long week-end de l'Ascension vient de se terminer et vous prévoyez peut-être déjà de prendre la route pour profiter de la Pentecôte. Eh ben, si c'est le cas, c'est l'occasion de rappeler quelques petits conseils, dont un que vous n'aviez peut-être pas vu venir et que nous relaient les gendarmes de Saône-et-Loire avec cette vidéo. Regardez, on voit un usager de bord de route à 4 pattes de la famille des cervidés qui semble avoir abusé de végétaux fermentés, ce qui pourrait l'avoir rendu ivre, d'où ce comportement inhabituel, pour ainsi dire. C'est assez répandu, figurez-vous. C'est ce que j'ai appris dans ce poste de la gendarmerie à cette saison. C'est vrai qu'il a l'air complètement désorienté. Alors c'est vrai que dit comme ça, c'est plutôt très drôle. Mais en fait, ça peut être très dangereux pour les automobilistes. Eh bien oui, parce que cet animal pourrait se retrouver sur votre route. C'est pour ça que les gendarmes conseillent d'anticiper, de ralentir et évidemment de redoubler de vigilance, notamment si vous circulez en zone boisée. Eh bien, on sera vigilants. Merci beaucoup Emma et à demain. À demain.
Dans quelques instants, dans notre dossier du jour, nous répondrons à toutes vos questions autour des petits et gros bobos au niveau des yeux. Nous serons avec le docteur Pierre-Raphaël Rothschild, il est médecin ophtalmologue. Dans notre série Le Pouls de la France, nous irons dans un centre médical réservé aux patients qui ont une maladie chronique mais qui n'ont pas de médecin traitant. Avec les vacances qui approchent, c'est potentiellement le retour des punaises de lit. Alors comment les reconnaître? Et puis quoi faire en cas d'infestion? C'est la chronique de Christophe Mercier-Tellier. Avec l'été, le printemps, les beaux jours, eh bien lorsqu'il fait chaud, on a une tendance naturelle à avoir un peu moins faim. Alors que se passe-t-il dans notre cerveau et dans notre corps? C'est la chronique du docteur Diana Cadouche. Nous répondrons à la question de Teresa, une téléspectatrice qui aimerait savoir s'il est possible de mettre de l'anti-moustique et de la crème solaire en même temps. Eh bien, vous allez voir que la réponse de Rime va vraiment vous apprendre des choses. Nous sommes en direct, vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555 et il est temps de retrouver nos chroniqueurs. Et c'est vrai que j'ai dit infestion de punaises. Oui. J'aurais dû dire infestation de punaises. Oui, non, infestation. plutôt Mais qu'infestion. quel que soit le mot, on n'aime pas. Oui, c'était le oui, on n'aime pas. Parce que j'ai pensé aux infections des docteurs. Christophe, on va parler justement des punaises de lit et on va voir comment s'en débarrasser. Mais peut-être avant quelques chiffres, parce qu'on se dit punaises de lit, est-ce qu'il y en a encore qui circulent en ce moment? Oui, il faut faire aussi attention aux chiffres, Jimmy, parce qu'on voit toutes sortes de chiffres circuler. Et c'est important quand même de rappeler des vrais chiffres. Alors, le syndicat des experts en détection canine des punaises de lit, et oui, ça existe, et puis l'association des professionnels de protection de la santé recense les cas déclarés de punaises de lit. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le nombre total déclaré sur les 6 premiers mois de 2025, c'est les seuls chiffres qu'on a pour le moment, sont en baisse par rapport à l'année précédente. Donc ça, c'est quand même un point très important. Maintenant, si on regarde sur un mois, qui est le mois de juin, où il y a effectivement des départs en vacances, où il y a pas mal de mouvements de population, là, effectivement, on a une augmentation de 50%. Mais c'est sur un mois, mais sur une période plus longue, globalement, ça baisse. Bon, de toute façon, des punaises de lit, il y en a partout dans le monde, quel que soit l'hôtel, quelle que soit la location. Une fois qu'on arrive dans une chambre d'hôtel, dans une location, est-ce qu'il y a des gestes simples qui nous permettent de dire on peut déjà être un peu tranquille? Alors, déjà, la punaise, si on pouvait la voir en plein jour, mais malheureusement, non, parce qu'elle déteste le jour, c'est quand même un insecte de 5 mm de long. Donc, quand même, avec des pattes. Elle a des pattes, oui. Et puis, elle saute pas. Elle ne va pas venir comme ça sur vous, elle ne vole pas non plus. Donc ça, c'est un point très important. Donc, comment elle se déplace d'une maison à une autre? Par nous, par nos bagages, par nos vêtements, par des objets qu'on peut trouver, qu'on va déplacer d'un logement à un autre. Donc déjà, c'est un premier point. Donc, on ne cherche pas l'insecte parce qu'il fuit la lumière. Donc, il faut regarder les endroits où elle pourrait se réfugier de plein jour. Alors, où est-ce qu'on regarde? Alors, on va regarder dans les zones sombres, dans la literie, sous les draps housses, ça, elles aiment bien se mettre là, sous le matelas. Là, on va regarder s'il n'y a pas des petites déjections noires à ce niveau-là. Et puis, comme elles se gorgent de sang, elles en régurgitent un peu. Donc, on peut trouver aussi des petits points rouges dans la literie. Voilà, donc ça peut déjà nous donner des idées. Maintenant, au niveau du mobilier, regardez dans le cadre de lit, regardez derrière les plaintes. Parfois, vous savez, il y a des plaintes qui se décollent, elles peuvent être là. Derrière le papier peint qui se décolle, ça aussi. Derrière des gros rideaux ou des cadres. Vous faites ça quand vous allez sur un lieu de vacances, vous? Déjà, premier élément, choisissez avant votre lieu. Pourquoi? Parce que quand vous regardez, vous louez une location, par exemple, une location de vacances, vous avez des choix, vous avez des photos maintenant sur les sites. Regardez à ce que dans votre location, il y a le moins d'objets possible. Vous avez des locations, elles sont archi remplies, il y a des bouquins, des machins, et d'autres, c'est vide. Choisissez ces locations où il y a le moins d'objets possible. Donc ça veut dire que c'est pas forcément lié au standing. On peut avoir quelque chose de très simple, minimaliste, petit budget, c'est pas lié au standing du tout. Je regarde toujours les derniers avis au cas où. Je ne sais pas si ça peut marcher. Mais ça peut être la dernière personne qui l'a apporté aussi. Donc, dans tous les cas, déballez pas vos affaires tant que vous n'avez pas regardé. Bon, perso, je ne déballe jamais mes affaires. Elles restent toujours pendant toutes les vacances dans ma valise. Bon, je ne partirai pas en vacances avec vous, Christophe. Je vous apprécie beaucoup, mais on va se limiter au Mac de la Santé et un petit café si vous voulez bien après. Donc, si on ne trouve rien, ça veut dire qu'on peut être rassuré et que tout est OK?
Oui, jusqu'au matin suivant. Parce que finalement, au bout du compte, comme elle ne se déplace que pendant la nuit, en vous réveillant le matin, vous pouvez vous retrouver avec quelques petites piqûres. Vous avez 4, 5 piqûres à la queue leu-leu sur votre bras ou sur votre visage, parce que j'aime bien les zones où elles peuvent piquer facilement, où la peau est fine. Le visage, c'est bien. L'avant-bras, c'est très bien pour ça. Et donc ça, c'est vraiment un signe majeur qu'il faut changer d'endroit immédiatement et qu'il ne faut pas y rester. Maintenant, attention, hein, si vous avez déposé des affaires dans cette pièce où vous vous êtes fait piquer, il ne faut pas les remélanger avec vos autres affaires dans votre valise, il faut les mettre dans un sac hermétique. Ah oui, parce que sinon on va transporter ces Sinon, punaises à la ailleurs, maison ou ailleurs. Exactement, tout à fait. Si jamais on a infesté, si jamais il y a des punaises de lit partout, comment on fait pour s'en débarrasser? Bon, surtout pas de produits chimiques. Il faut savoir que les produits chimiques qu'on vend dans le commerce, ils ne vont pas faire grand-chose parce qu'aujourd'hui, les études montrent que les punaises de lit sont devenues résistantes à peu près 90% des produits qui circulent. Ah mince. Donc ça veut dire qu'il y en a que 10% qui peuvent être efficaces, donc ça ne va pas fonctionner du tout. Donc la lutte non chimique est la seule efficace. La lutte non chimique, c'est quoi? C'est par exemple le chaud. Vos vêtements, vous pouvez les laver à la machine à 60 degrés. Attention, un cycle complet, hein, pas les cycles courts, 45 minutes à 60 degrés. Donc un cycle complet. Maintenant, on peut passer à la maison l'aspirateur, mais un aspirateur avec un sac. De façon que quand vous enlevez le sac, elles sont à l'intérieur du sac, vous fermez le sac, vous le mettez dans un sac poubelle que vous refermez avant de remettre dans un autre sac poubelle pour les évacuer. Donc ça, c'est hyper important. On peut passer de la vapeur également. Alors, les tests montrent que c'est de la vapeur sèche à 180 degrés. Il faut vérifier, parce que vous savez, souvent à la maison, on a des appareils vapeur, mais ils ne montent pas à 180 degrés, c'est souvent de la chaleur humide. Donc vérifiez bien, et les professionnels ont ce type de vapeur. Enfin, si tout ça n'est pas adapté à la surface où vous êtes traité, ou par exemple aux vêtements, vous pouvez tout mettre dans des gros sacs, fermer les gros sacs et les mettre au congélateur pendant au moins 3 jours. Bon, on a également des moyens de s'en débarrasser avec, on a entendu notamment de la terre de diatomée. On dit que c'est efficace, mais il y a des précautions d'emploi. Oui, en fait, les agences régionales de santé disent bien que la terre de diatomée, quand on la regarde au microscope, en fait, c'est des petits cristaux très coupants. Et en fait, c'est extrêmement irritant. Et si on les respire, ça peut créer des fibroses, donc des inflammations pulmonaires. Et il faut être très clair, cette terre de diatomée, elle est faite pour les professionnels, mais absolument pas pour nous particuliers, parce qu'on va mal l'utiliser et on risque de se mettre en danger plus qu'autre chose. Donc, il ne faut pas avoir de la psychose. Il n'y en a pas partout, mais il faut quand même avoir des petits réflexes de bon sens, regardez un peu partout et surtout, franchement, arrêtez de déballer toutes vos affaires à mettre dans des armoires. Donc ça, c'est important. Et n'oubliez pas que votre santé en dépend. Mais oui, absolument. Alors, vous avez parlé des punaises, moi, ça me gratte déjà. Je sens là les épaules. Bon, bref. Merci beaucoup, Christophe, de toutes ces précisions. Et tout de suite, on retrouve le docteur Diana Cadouche. Mais avant ça, on a reçu la question de Corinne qui nous pose cette question. Quelle est la différence entre un orgelet et un chalazion? Eh bien, j'en sais rien du tout. Je rigole, on va y répondre dans quelques instants dans notre dossier du jour consacré aux petits et gros bobos au niveau des yeux. Docteur Diana Cadouche, c'est vrai que quand il fait chaud, on a l'impression d'avoir un peu moins faim, de manger un peu moins lorsqu'il c'est le printemps, l'été. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Parce que je pense qu'il y a une explication. Ah oui, heureusement, il y a une explication, et c'est une explication dite physiologique. Je vais vous le montrer ici. Quand il fait chaud, eh bien, notre organisme, son but ultime, c'est avant tout de maintenir notre température corporelle qui, je vous le rappelle, est autour de 37 degrés. Or, eh bien, lorsque l'on mange, et on voit bien, très beau dessin ici, lorsque l'on mange, qu'on digère et qu'on métabolise les aliments, eh bien, tout cela, en fait, ça libère de la chaleur. Donc, en plein été, avec des fortes températures, eh bien, vous avez bien compris que votre corps va avoir plutôt tendance à réduire votre appétit pour justement éviter à tout prix une chaleur interne supplémentaire. Parce que finalement, manger, ça réchauffe le corps en quelque sorte? Et oui, c'est un terme très spécifique qui s'appelle la thermogénèse alimentaire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas là. Il y a un autre phénomène très important, c'est que lorsque vous avez chaud, eh bien votre corps, nous l'avons dit, veut maintenir votre température basse. Et pour ça, qu'est-ce qu'il utilise? La transpiration. Il va donc favoriser tout votre système vasculaire, le sang, vers votre derme, votre peau. Or, si vous vous mettez à manger, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, forcément, il va devoir digérer, donc extraire les métabolites de votre alimentation. Donc, vous demandez au corps d'envoyer du sang à votre peau et à votre tube digestif. Vous l'avez compris, pour lui, c'est un choix impossible. Choisir finalement avoir une température basse ou digérer,
impossible à choisir. Donc on comprend bien qu'il y a un mécanisme de régulation extrêmement fin et ça se passe dans le cerveau. C'est lui le chef d'orchestre? Oui, c'est une région très importante du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus. Et dans ce centre-là du cerveau, eh bien, on va réguler à la fois la température corporelle, la faim et la soif. Et la bonne nouvelle, c'est que ces systèmes, en fait, ils communiquent en permanence entre eux. Donc en période de chaleur, le cerveau va justement dire bon, hydratation, température corporelle, urgent. On va plutôt diminuer la sensation de faim. Et c'est pour ça que naturellement, on a envie de boire des choses un peu plus fraîches, on a un peu plus envie de boire durant l'été. Et oui, et alors tout simplement, c'est dû au fait de se déshydrater, de perdre davantage de l'eau par la transpiration. Et donc là, le corps est intelligent, il va nous envoyer ces systèmes de signaux de soif. Et donc là, on a même tendance, et vous l'aviez rapporté tout à l'heure entre nous, juste avant l'émission, c'est justement on confond l'envie de manger quelquefois et l'envie de boire. On n'arrive plus à faire la distinction. Et généralement, d'ailleurs, on s'en rend compte parce que l'été, on va commencer à changer sa manière de manger. Qu'est-ce qu'on va manger, généralement? Des salades, des crudités, tous les aliments qui sont riches en eau, comme les fruits, mais aussi les aliments qui sont plus légers à digérer. Bref, vous avez compris, spontanément, vous allez choisir vous-même votre alimentation. Donc, avoir moins faim durant l'été, c'est quelque chose qui est plutôt normal. Pour autant, je ne sais pas vous autour de la table, mais moi, j'ai jamais perdu de poids durant l'été. Non, on ne perd pas de poids, malgré tout. On ne fait pas les bonnes choses, alors. Exactement. Alors, ça ne veut pas forcément dire, malheureusement, qu'on perd du poids. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on aime aussi faire l'été? Les apéros. Les apéros, Ah, les planches et tous ces repas qui ont l'air innocents, qui ont l'air petits, mais qui sont extrêmement riches en calories. On a tendance aussi à boire beaucoup plus d'alcool, qui est aussi calorique, de consommer des glaces, très riches en eau bien sûr, mais en sucre aussi. Et puis, il y a un mythe qui est tenace, que je voulais vraiment pointer du doigt. Il faut arrêter de dire « Ah ben je transpire beaucoup, je bois énormément d'eau, c'est sûr, je vais faire brûler la graisse. » Non, c'est un mythe qui est tenace. Et un petit rappel, si on se met à perdre très vite du poids l'été, c'est généralement pas la graisse qui a soudainement disparu, c'est plutôt une déshydratation qui a eu lieu, c'est une perte d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil très simple justement pour l'été et peut-être améliorer notre alimentation? Alors l'été, on va adapter, vous l'avez compris, son alimentation. On va plutôt choisir des repas légers, on l'a vu, fractionner ses repas plutôt qu'absolument faire des très gros repas. Des aliments riches en eau, c'est important de s'écouter. Toujours s'assurer des apports protéiques suffisants dans la journée, surtout pour les personnes âgées. Et surtout, vigilance sur l'alcool qui non seulement est calorique, mais qui en plus favorise la déshydratation. Désolé, la boisson à favoriser, c'est l'eau. On est bien d'accord. Merci beaucoup, Diana Cadouche. Ouais. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction l'Aude. Et plus précisément Carcassonne. Car Carcassonne est un désert médical où de nombreux patients atteints de maladies chroniques n'ont pas de médecin traitant. Mais ils peuvent désormais être suivis dans un centre médical qui leur est réservé. C'est un Dahlia, un dispositif innovant d'accès aux soins. Géraldine Zamanski, Julie Ledru et Denis Moreau. Autour de la citadelle de Carcassonne, un désert médical. Et une oasis, Dahlia, un centre de soins original. Ce matin, Lucie Morange ouvre les lieux et accueille le premier patient, René. L'appétit, ça va? Ça va, j'ai jamais été un gros mangeur. Oui, ok. Voilà. Ok. Et vous n'avez pas de trouble de la déglutition d'ailleurs Non, avec... non. Ça va? Ça va. Votre voix, je trouve que ça s'est bien stabilisé. Ouais. Ok. Non, après, je m'habitue maintenant. Lucie connaît bien les pathologies de René, ses antécédents cardiaques et un cancer des cordes vocales qui lui laisse cette voix abîmée. Mais elle n'est ni médecin, ni infirmière, elle est assistante médicale, la dernière née des professions de santé. Et attention, 14-8. Le premier patient, on le voit en pré-consultation, donc juste avant le médecin, pendant 15-20 minutes, où on fait tout l'historique du suivi et on aide aussi psychologiquement autant qu'on peut. Et je pense qu'on a une présence pour eux qui est importante. Un rôle majeur dans ce dispositif innovant d'accès aux soins, réservé aux patients atteints de maladies chroniques sans médecin traitant. Ils sont accompagnés par une équipe, 3 assistantes médicales comme Julie, toujours présentes, des IPA, infirmières en pratique avancée, aux compétences renforcées, Merci. et une dizaine de généralistes qui se relaient au fil de la semaine en quittant leur cabinet. Ça fait 2 ans maintenant, franchement, je me sens bien. J'ai eu un peu peur quand mon médecin traitant, que j'avais depuis 15 ans, a pris la retraite. Et j'étais content de me retrouver ici et que ça marche comme
comme ça marche bien. On va à côté, je vais vous ausculter. C'est son médecin traitant qui a pu organiser le relais avec ce centre pour René. Désormais, en dehors des urgences, il voit son nouveau généraliste une fois par an, comme aujourd'hui. Grâce à la préparation avec Lucie, la consultation peut se concentrer sur l'essentiel. Nous, on est présents au niveau médical sur des temps restreints et on est donc plusieurs à intervenir. Donc c'est important à chaque consultation de bien prendre le temps pour être toujours à jour de leur état clinique et repérer les éventuels changements qu'il y a pu y avoir depuis la dernière fois pour s'assurer que les maladies restent dans un état de stabilité. Et donc là, l'ordonnance pour la prise de sang. Voilà. On est bon ? On est bon. Parfait. À sa prochaine visite au centre, René verra son infirmière en pratique avancée, Lauriane Farge. Elle voit tous les 3 mois les patients stabilisés, comme André. Il est suivi pour du diabète et un cancer ORL. Ok, allez, c'est bon, vous pouvez descendre. Je dis pas le poids. J'ai toutes les compétences pour faire un examen clinique complet, vérifier donc si son état de santé et son traitement sont en adéquation. Si le patient se plaint de symptômes qui nécessitent un examen médical approfondi et par là même un diagnostic et un traitement adapté, le médecin, je peux à tout moment le déranger dans ses consultations, je l'appelle et je peux lui demander conseil. Pas de douleur dans la poitrine, pas d'essoufflement particulier. Vous marchez quotidiennement au moins... Oui, tous les matins. Je me plains de rien. Donc tout est bon. Ce lien, ces rendez-vous réguliers d'au moins une demi-heure, permettent un accompagnement complet qui a fait ses preuves depuis l'ouverture du centre. Au fil du temps, on voit effectivement des patients avec une santé quand même précaire au départ, qui retrouvent confiance et que l'on remet en fait sur des rails, les rails des soins en fait. Mais il reste des centaines de patients en affection longue durée sans médecin traitant autour de Carcassonne, comme Béatrice qui a découvert le centre par une amie après 3 ans d'errance. Donc là, vous aurez un médecin traitant de déclaré, mais ça ne sera pas forcément le même. Ah, ça, on me l'a dit. D'accord, on vous l'a dit. Donc n'ayez pas peur. Là, on va faire ensemble votre dossier administratif et médical. Le médecin qui va vous recevoir connaîtra votre dossier. D'accord, c'est important ça, parce que des fois j'appelle le 15, ils nous ont appelé pour me trouver un docteur. J'y suis allée, ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas mes antécédents et tout, c'est compliqué, quoi. Voilà. Béatrice est soulagée de faire désormais partie des plus de 1200 patients pris en charge par cette équipe. Et on comprend évidemment son soulagement. Tout de suite, c'est Rim qui répond à toutes vos questions. Et Teresa donc qui nous demande si on peut mettre de l'anti-moustique et de la protection solaire en même temps et sinon dans quel ordre les mettre pour plus d'efficacité parce qu'elle a à la fois la peau claire et à la fois une peau à moustique. Alors je ne sais pas, est-ce que vous êtes déjà posé la question vous de l'ordre ou est-ce que vous avez mis déjà en même temps l'un et l'autre ? Sans me poser de Vous questions. mettez tout en même temps ? Moi, je mets l'anti-moustique souvent le soir, la nuit, mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question Voilà, est-ce qu'il y avait un risque ? J'aurais pu mettre les deux en même temps. Alors c'est vrai que normalement on la mettrait plutôt le soir, les anti-moustiques, sauf qu'en ce moment avec les moustiques tigres qui piquent aussi la journée, la question se pose d'autant plus et vous allez voir que ça a une importance, l'ordre, puisque d'un côté on a la crème solaire qui va nous éviter les coups de soleil, de l'autre on a l'anti-moustique, souvent c'est du DEET, D-E-E-T, le composant, qui va repousser les moustiques, donc 2 indispensables de la trousse d'été. Et qui ne font pas forcément bon ménage ensemble. Oui, exactement. Regardez, donc c'est une étude du CNRS qui s'est penchée sur cette question. Voilà, vous voyez déjà le titre. L'usage combiné de répulsifs anti-moustiques affaiblirait la protection UV. Et il nous montre aussi des coupes de peau. Mais je vais vous expliquer exactement ce qu'ils ont fait pendant cette recherche. C'est vraiment très intéressant. Les chercheurs, ils ont pris des échantillons de peau, donc issus de biopsies de peau. Ils ont appliqué sur l'une une crème solaire seulement, sur l'autre que de l'anti-moustique. Sur une troisième, de l'anti-moustique et de la crème solaire. Et enfin, un produit qui était déjà mélangé, déjà combiné. Et en gros, ils ont exposé ces échantillons de peau aux UV. Et bien, le résultat, c'est que quand les 2 produits sont appliqués ensemble, il y aurait une perte d'environ 50% d'efficacité des UV. Ah, quand même. Voilà, et plus de dommages, c'est énorme. Et pour ce qui est des produits mélangés déjà dans le flacon, eh bien, il y a des résultats variables. Et la conclusion, en fait, c'est que les formules des 2 produits pourraient interagir les unes avec les autres et que le répulsif pourrait perturber le film
film protecteur anti-UV. Alors selon les chercheurs, il faut encore quand même refaire un peu plus d'études pour savoir exactement le mécanisme et en savoir plus. Quand vous parlez de formes mélangées, c'est qu'il existe des produits où il y a à la fois l'anti-moustique et la crème solaire. C'est ça. Alors en France, moi j'ai trouvé qu'une seule marque, mais notamment aux États-Unis, ça semble plus développé. Alors comment est-ce qu'on fait du coup pour choisir? On choisit quoi, l'anti-moustique ou la crème solaire? Alors non, heureusement, on va pas choisir donc entre les moustiques ou le coup de soleil. Avec un peu d'organisation, on va pouvoir donc diminuer un petit peu l'impact de tout ça et rester tout de même efficace selon les dermatologues. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord mettre la crème solaire, tout simplement, voilà, on l'étale bien sur une peau sèche avant l'exposition. Et ensuite, on attend 20 à 30 minutes. De cette façon, ça va permettre que le film protecteur anti-UV soit stable sur la peau. Et là, seulement, on met le répulsif anti-moustique. En revanche, vu les conclusions de l'étude, ce qu'on va éviter, c'est de mélanger les deux dans sa main avant de les mettre, de les mettre les deux en même temps. Et comme je vous le disais, c'est vrai que le produit 2 en 1, déjà, ils sont difficiles à trouver et on n'est pas du tout sûr de leur efficacité. Et alors, une autre solution qui peut être quand même très utile, c'est tout simplement d'utiliser les vêtements, par exemple, et de mettre l'anti-moustique dessus. Et en plus, ça nous protège aussi des UV. Voilà, donc ça peut être aussi une option. Eh bien, merci de toutes ces explications. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait une interaction entre les deux. Merci beaucoup, Rim. Comment on fait pour vous envoyer les prochaines questions? Donc, c'est rim@allodocteur.fr et WhatsApp 06 58 75 04 71. On passe à notre dossier du jour. Ça peut gratter, coller, gonfler, vous faire mal. On vous parle maintenant de tous les petits et gros bobos qui peuvent toucher nos yeux et nos paupières. Il sera question de conjonctivite, d'orgelet ou plus grave, de kératite. On répond à toutes vos questions avec notre spécialiste. Et nous sommes ravis d'accueillir le docteur Pierre-Raphaël Rothschild, médecin ophtalmologue à Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par SMS au 41 555. Est-ce qu'on peut donner déjà un conseil de base? À partir de quel moment on se dit il faut que j'aille aux urgences ophtalmo? Est-ce qu'il y a 2-3 signes associés qui nous font dire non mais là, ça ne peut pas attendre? Alors globalement, l'œil rouge, dès l'instant où l'œil devient rouge et que ça persiste, c'est pas normal. Et donc ça peut amener à avoir besoin de faire un diagnostic rapidement. Et surtout, s'il y a de la rougeur et de la douleur en plus, alors là, ça devient plus grave. Et si en plus, il y a une baisse de vision, alors là, il faut vraiment aller aux urgences ophtalmologiques. Donc rougeur, douleur, baisse de vision, ça c'est non négociable, c'est les urgences. Exactement. On a reçu cette question tout à l'heure pour savoir la différence entre un orgelet et un chalazion. Parce que c'est vrai que globalement, on a un bouton rouge au niveau de la paupière, je caricature. Est-ce que vous pouvez nous expliquer au tableau, anatomiquement, ce qu'il se passe pour qu'on comprenne la différence? Bien sûr. Alors au niveau des paupières, il y a 2 structures très importantes. Il y a ici le tarse avec des glandes de mébomus et ici un poil avec le follicule pileux. Dans le chalazion, c'est la glande dans le tarse qui va s'enflammer. On voit ici l'inflammation du tarse qui va se propager au niveau de la peau, mais initialement, c'est vraiment la glande au niveau du tarse, qu'on appelle la glande de mébomus, qui est la cause de l'inflammation initiale. Dans l'orgelet. Ça, c'est pour le chalazion. Alors que dans l'orgelet, c'est l'autre structure qui va être à l'origine de l'inflammation. C'est le follicule pileux qui n'est pas enflammé, mais qui est infecté. Donc dans ce cas-là, c'est de l'inflammation du tarse, et ici, c'est de l'infection du follicule pileux. Et on a préparé des photos parce que, en gros, comme je le disais, on a un bouton rouge au niveau de la paupière et c'est pas toujours simple de faire la distinction entre les deux. Là, on est plutôt sur quoi? Alors là, on voit bien que c'est à distance des poils, des cils, donc c'est plutôt un chalazion, c'est une inflammation à distance du bord libre, c'est inflammatoire, ça sera plutôt des anti-inflammatoires qu'il faudra prescrire. Et là? Alors que dans ce cas-là, on voit bien que l'inflammation et la boule, elle est vraiment centrée par le cil, vraiment proche du bord libre. Là, on est vraiment dans le cas de l'orgelet, c'est une infection bactérienne. Donc vous l'avez dit, le traitement est différent parce que spontanément, on aura envie d'avoir une crème antibiotique et tout le tralala, sauf qu'en réalité, le premier des traitements, quand on parle de chalazion, c'est quoi? C'est de masser la paupière? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors le chalazion, c'est inflammatoire, c'est pas infectieux, donc théoriquement, c'est de la cortisone ou des anti-inflammatoires qui suffisent, mais le traitement de première intention, on n'a pas tous de la cortisone chez soi à la maison, et surtout, elle est contre-indiquée sans examen ophtalmologique, elle peut aggraver d'autres maladies, notamment l'herpès. Donc jamais de cortisone en automédication, jamais. Et on peut commencer par un traitement dit un remède de grand-mère, c'est-à-dire faire des compresses d'eau chaude pour ramollir
les différentes sécrétions et essayer de favoriser l'extériorisation. Je vous donne une compresse, du coup, vous pouvez nous montrer. Alors, on se doute de comment on fait des petites compresses d'eau chaude, mais ça peut être simple. Donc ça, on commence par ça à la maison, une compresse de l'eau et on le met sur l'œil. Voilà, alors ce qui est très important, c'est de mettre de l'eau chaude, donc prendre des compresses, stériles ou pas, éventuellement un gant de toilette, tout simplement, pour chaque œil. Ensuite, on va bien sûr tremper la compresse dans de l'eau chaude, et j'insiste, il s'agit de mettre cette compresse ou ces gants de toilette pendant au moins 10 minutes sur l'œil. Ah, quand même. Oui, et donc l'eau ne va pas rester chaude pendant 10 minutes. Donc forcément, au bout de 1 ou 2 minutes, il faut régulièrement réchauffer l'eau, le placer sur les yeux fermés, se détendre. Et on fait ça quoi, 1 ou 2 fois par jour? Exactement, matin et soir, pendant une quinzaine de jours. Alors, vous nous avez amené ce genre de dispositif, ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on met au micro-ondes, notamment? Alors, pour évidemment pallier à ce stratagème qui est un petit peu pas forcément très pratique, il faut réchauffer, etc., ça coule partout, les industriels ont développé ce genre de masque qu'on met soit au micro-ondes, soit au bain-marie, et qui va permettre de chauffer les paupières pendant 5 à 10 minutes sans avoir besoin de le réchauffer à nouveau, sans que ça coule partout. C'est quand même plus pratique, vous en conviendrez. Pas de risque de brûlure, je peux mettre ça directement comme ça sur la peau C'est fait pour, donc non, il n'y a pas de risque. Si on respecte la Et ça, durée... ça s'achète à la pharmacie? Exactement, ça coûte quelques euros en pharmacie. Donc ça, c'est le traitement du chalazion. Je pense que vous avez compris, en tout cas, on l'espère. Et ça passe systématiquement à chalazion? Alors, si ça passe pas au bout de quelques jours, à ce moment-là, on peut aller voir l'ophtalmologiste qui, lui, va prescrire une crème avec de la cortisone qui est en général très efficace. Et alors, je me demandais, est-ce qu'il y a un intérêt à mettre des collyres tous les jours ou pas pour les yeux? Alors, les collyres, pour les yeux en quotidien, ça va hydrater l'œil, mais ça ne va absolument pas empêcher le chalazion, qui est lié. Le chalazion est lié à la sécheresse. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, c'est une obstruction des glandes du tarse, qu'on appelle les glandes de Mébomus. Et ces glandes sont à l'origine de la sécrétion d'un film un peu lipidique qui va participer à la qualité des larmes. Donc, quand ces glandes sont bouchées, les larmes sont de mauvaise qualité. Et donc, ça va favoriser non seulement le chalazion, mais ça va aussi favoriser le larmoiement. Parce que le film lacrymal n'étant pas bien stabilisé et pas de bonne qualité, le patient va larmoyer. Et on va lui dire, monsieur, madame, vous avez l'œil sec. Et il va vous dire, mais non, au contraire, docteur, j'ai l'œil qui pleure. Vous vous trompez. Et en fait, c'est une sécheresse qui n'est pas quantitative, mais c'est une sécheresse qualitative. L'organisme va essayer de pallier par la quantité le défaut de qualité. Et l'orgelé, en revanche, le traitement, là, c'est un traitement antibiotique, du coup? Alors l'orgelé, comme c'est une infection bactérienne, en fait, c'est un équivalent de furoncle. C'est le follicule pilosébacé qui est infecté par les bactéries. Et donc là, c'est une contre-indication aux corticoïdes. C'est l'inverse du chalazion. Surtout pas de corticoïdes s'il n'y a pas un antibiotique associé. Donc là, en général, on met une pommade qui contient et de la cortisone, mais surtout de l'antibiotique en même temps. Et on peut le percer. Allez-y, docteur. Est-ce que pour les femmes qui mettent du mascara, est-ce qu'on est plus à risque justement d'avoir des orgelés, par exemple? Alors si le maquillage est mis au niveau du bord libre, on va boucher ces fameuses glandes de Mébomus qui sécrètent le film lipidique, et donc on va aggraver une sécheresse et potentiellement favoriser le chalazion. Alors, on ne pense pas toujours à consulter en urgence quand on a l'œil rouge, et pourtant, vous l'avez dit, certaines pathologies oculaires peuvent avoir de graves conséquences si elles ne sont pas prises en charge à temps. Nous avons passé une journée aux urgences ophtalmo de l'hôpital Cochin, c'est à Paris. Un reportage Clément Tournigan, Alexandre Delaval et Stéphane Gioviano. Cet après-midi, la salle d'attente des urgences ophtalmologiques n'est pas remplie. Bonjour madame, je suis le docteur Vasile, venez avec moi. Nicoletta va pouvoir être rapidement prise en charge. Après 2 heures de cours avec ses élèves, cette professeure d'italien est sortie du lycée en urgence. J'ai commencé à avoir très mal à l'œil droit et après les deux. Est-ce qu'il y a eu un traumatisme? Il y a quelque chose qui est rentré dans l'œil? l'œil? Rien du tout, je me suis juste promenée, je sais pas. Mais normalement, je ne suis pas allergique. D'accord. J'ai vu que ça passait pas et j'ai dit bon, je vais consulter, on sait jamais. On a toujours peur quand ça joue des yeux. Allez-y, approchez-vous, posez le menton. Le médecin examine l'œil de Nicoletta. Il apprend qu'elle porte quotidiennement des lentilles de contact. On regarde surtout la surface oculaire pour voir s'il n'y a pas une infection de la cornée, surtout dans le contexte de port de lentilles. Donc ça, c'est la première chose à éliminer, c'est la chose la plus grave. Et pour ça, il va falloir faire un petit test qui nous permet de voir s'il y a des lésions sur la cornée. Cette possible lésion pourrait être causée par des lentilles portées trop longtemps ou manipulées avec des mains sales. Mais pour Nicoletta, c'est un tout autre diagnostic. Alors, vous avez une conjonctivite. La cornée n'est pas atteinte, donc ce n'est pas quelque chose de grave. Il va falloir mettre un traitement. Ça va partir assez vite. Nicoletta devra nettoyer et traiter ses yeux 2 fois par jour avec des gouttes et se passer de ses lentilles pendant 2 semaines.
Conjonctivite, allergie, sécheresse oculaire, dans ce service, toutes les pathologies sont explorées. Bonjour, venez avec moi s'il vous plaît. Car derrière un simple œil rouge peut se cacher une maladie plus grave. Ça, l'œil rouge, il faut savoir ce que c'est. Dans 25% des cas, c'est une conjonctivite toute bête. Donc c'est pas vraiment une urgence, mais il faut distinguer ce qui n'en est pas et qui nécessite un traitement urgent ou qui pourrait engager le pronostic de l'œil si on ne le traite pas convenablement. Alors, on y va. Mais parfois, la gravité ne fait aucun doute. Albert a été transféré par un autre hôpital dans ce service spécialisé. Son œil est infecté. Ça fait combien de temps que l'œil il fait mal ou il est rouge? Ça fait 2 jours, on va dire que c'est comme ça. Hop. Ok. Bon là, vous avez un abcès très grave. Hein. Il est tellement important qu'on n'arrive même plus à passer au fond de l'œil. D'accord? Une partie de l'abcès est prélevée à l'aide d'un écouvillon. Virus, bactéries, amibes ou champignons, l'équipe médicale doit déterminer l'origine de l'infection pour trouver le bon traitement. Il y a plusieurs risques possibles. Déjà, si le patient est immunodéprimé, il y a un risque que l'infection elle devienne plus importante, y compris ailleurs dans le corps humain. Il y a un risque au niveau du pronostic de l'œil. Il peut effectivement perdre la vue parce que la cornée elle peut se perforer à cause de l'abcès. Pour évaluer l'ampleur des dégâts, il doit ensuite passer une échographie. Bon, globalement, ça a l'air propre à l'arrière de l'œil. Donc, a priori, l'infection, elle est limitée à ce qu'on voit devant. Tant mieux. Albert sera hospitalisé avec un traitement antibiotique pendant plusieurs jours. Comme lui, près de 30 000 patients sont soignés chaque année aux urgences ophtalmologiques de l'hôpital Cochin. On va répondre aux questions de nos téléspectateurs. Dounia nous dit qu'elle a reçu une poussière dans l'œil en bricolant. Elle a rincé, mais elle a encore mal. Est-ce qu'elle doit s'inquiéter? Alors, la cornée est la partie la plus innervée de l'organisme. Il y a plus de nerfs, de terminaisons nerveuses dans la cornée qu'au niveau de la pulpe des doigts. Donc la moindre irritation, la moindre brèche au niveau de l'épithélium de la cornée va générer des douleurs très importantes. En général, ça guérit très vite. Donc si en quelques heures, la douleur persiste, c'est qu'elle a probablement un corps étranger qui est logé dans la cornée. Et ça, seul le microscope peut permettre de retirer cet objet. Quand on pense qu'on a un corps étranger, que ce soit une petite poussière ou même un moucheron, moi je suis à moto et des fois j'ai des mouches qui rentrent dans les yeux, on fait quoi? On prend du sérum physiologique et on se balance de l'eau. Il y a un endroit en particulier, il y a une technique particulière? Oui, alors le fait d'injecter le sérum un peu sous pression peut suffire, hein, par exemple, à déloger le corps étranger qu'on voit là, ici. c'est ce qu'on voit là, il y a une petite poussière. Il y a carrément un petit morceau de bois qui est enchâssé dans la cornée. Il n'a pas l'air très profond, donc peut-être qu'un lavage un peu au sérum physiologique assez sous pression peut suffire à le déloger. Et sinon, l'ophtalmo va le retirer après une anesthésie avec une pince. Par contre, on ne met jamais les doigts, j'imagine, ça, on risque de s'abîmer et d'infecter encore plus. Oui, alors effectivement, on déconseille d'essayer de retirer le corps étranger avec ses doigts. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent avec les patients qui portent des lentilles de contact. Ils pensent que la lentille est restée sur place et ils essaient de la retirer. Et en essayant de la retirer, il se crée des lésions qui donnent une sensation de corps étranger et on rentre dans un cercle vicieux. Plus on essaie de la retirer, plus on a une sensation qu'elle est présente. Donc là encore, on arrête tout et on va ou voir l'ophtalmologiste ou on ferme l'œil jusqu'au lendemain pour voir si ça s'améliore. Nicole nous dit qu'elle a une petite boule au niveau de la paupière, sur la paupière depuis plusieurs semaines. Elle nous demande est-ce que ça peut être un orgelet? Alors l'orgelet, en général, non, parce que comme tout furoncle, il finit par avoir une nécrose et tout s'évacue en 5 à 10 jours. En revanche, le chalazion peut devenir chronique. La petite boule peut devenir assez dure. Elle est plus douloureuse, elle est plus inflammatoire, mais elle reste dure. Et quand ça persiste plusieurs semaines ou plusieurs mois, on fait une opération chirurgicale banale qui consiste à inciser le chalazion et à vider cette petite cavité fibreuse. Même si elle n'est pas responsable de douleur, même si elle ne nous gêne pas? Souvent, c'est une raison esthétique. C'est-à-dire que ça gêne le patient parce qu'on voit la boule à travers la paupière. Ça, c'est une première raison qui peut nous amener à la retirer. L'autre raison, c'est si la boule est assez importante, elle peut déformer la cornée et donner un astigmatisme. À ce moment-là, il y a une vraie raison médicale à la retirer. On a cette question, Patricia, elle a 67 ans. Elle nous dit qu'elle se met à faire des chalazions, alors qu'avant, elle n'en faisait strictement jamais. Elle a même fait un orgelet. Elle dit, est-ce que c'est dû à l'âge? Ça revient peut-être au problème de larmes de tout à l'heure? Voilà, exactement. On est probablement dans le contexte de ce qu'on appelle la blépharite, c'est-à-dire une inflammation chronique des paupières qui donne de la sécheresse et qui favorise les chalazions. Elle doit traiter sa blépharite pour prévenir les chalazions. Donc on a cette question à propos des blépharites à répétition, avec les yeux et la paupière rouge. On traite comment? Du coup, c'est des gouttes d'écollyre, comme Rim le disait tout à l'heure? Alors, comme je le disais, l'écollyre, c'est le traitement palliatif. C'est pour se substituer aux larmes de mauvaise qualité. Mais si on veut traiter la maladie en profondeur, c'est les massages, faits matin et soir pendant plusieurs semaines, et ensuite, une fois par jour, en entretien,
pendant plusieurs mois pour améliorer la situation, sachant qu'au départ, il peut y avoir une petite aggravation, puisque lorsqu'on va commencer à vider les glandes qui contiennent des produits et des toxines accumulées depuis des mois et des années, il peut y avoir une petite aggravation initiale, et le bénéfice des massages va venir au bout de 2-3 semaines. Christophe. Il y a une saisonnalité de ce type de pathologie? Alors la blépharite, elle, n'a pas de saisonnalité. En revanche, des facteurs aggravants, tels que la pollution, il y a des pics de pollution, les pollens, selon la saison, tous ces éléments-là vont venir aggraver la pathologie de la surface oculaire et venir aggraver la blépharite. Donc oui, la blépharite peut s'aggraver selon la saison des pollens et de la pollution. Angélique, elle a une fille de 7 ans qui a le canal lacrymal qui se bouche. Elle nous dit que ça se termine souvent en infection. Elle nous demande que faire. Le canal lacrymal, on peut le déboucher? Oui, alors le canal lacrymal peut être bouché parfois dans l'enfance. Et en général, ça va conduire à une accumulation de larmes qui vont sécher et donner des croûtes qui ressemblent à une conjonctivite. Mais en général, ce n'est pas une conjonctivite. Il faut juste attendre que le canal lacrymonasal se reperméabilise. En général, avec le mois et les années, ça survient. Et sinon, un petit geste chirurgical peut aider à le déboucher. Donc on l'invite, cette téléspectatrice, à amener sa fille chez l'ophtalmo. Exactement. Dans le sujet, on voyait donc une conjonctivite. C'est un problème d'hygiène. Ça vient de quoi, la conjonctivite? Alors la conjonctivite, elle peut être bactérienne, virale ou allergique. Ah oui, donc c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément, et c'est rarement un problème d'hygiène. C'est comme les infections, comme les rhumes, etc. C'est des virus qui se transmettent en communauté. J'en profite, et c'est aussi personnel. Vous avez dit qu'on devait masser justement régulièrement pour essayer d'enlever cette sécheresse notamment. Et on a toujours alerté sur le fait de se démaquiller trop fort les yeux. Est-ce que du coup, est-ce que c'est un mythe? Est-ce qu'on peut se démaquiller fortement les yeux, nous les femmes? Ou alors est-ce qu'il y a une juste mesure? Alors c'est pas un mythe. Il y a clairement les patients qui ont des allergies notamment et qui se frottent les yeux de façon agressive. La science pense que ça peut conduire à certaines maladies et que ça peut conduire à des déformations de l'œil qui vont ensuite évoluer pour leur propre compte. C'est le kératocone. Okay. Donc, effectivement, on recommande de ne pas se frotter les yeux avec agressivité. Donc doucement. C'est un organe très sensible. Il faut y aller avec délicatesse. On a Mado, une fidèle téléspectatrice, qui nous envoie des questions tous les jours. Elle leur remercie parce que c'est cool d'avoir des questions et elle s'intéresse à sa santé. Est-ce que le port de lentilles aggrave une conjonctivite? Alors, quand il y a une conjonctivite, le port de lentilles est contre-indiqué, puisque la lentille va faire que le liquide entre l'œil et la lentille va stagner. Donc ça va faire une situation idéale pour le développement des bactéries. Et elle peut transformer une conjonctivite banale en une véritable kératite, comme on a vu dans le reportage. L'infection blanche que le patient a, c'est un abcès de la cornée. Et le port de lentilles avec une conjonctivite peut favoriser les abcès de cornée. Et en cas d'allergie, du coup, c'est la même chose. On a Marouane qui fait de la conjonctivite allergique. Elle nous dit, est-ce qu'elle peut quand même porter ses lentilles? Alors, dès que l'œil est rouge, l'œil est déjà en souffrance. Et la lentille génère quand même une souffrance de l'œil. Donc, il faut surtout arrêter de porter ses lentilles dès que l'œil est rouge. Ça, c'est un conseil vraiment essentiel. Et c'est pour ça qu'on recommande aux porteurs de lentilles de contact d'avoir toujours des lunettes à jour et à proximité avec eux. Docteur Pierre-Raphaël Rothschild, je suis vraiment désolé parce que l'émission ne dure que 53 minutes, 52, et elle est déjà terminée. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On aurait pu continuer très longtemps. Avec plaisir. En vrai, le Mac de la Santé pourrait durer une demi-heure de plus. À mon avis, le message est envoyé. Dites-tout d'ailleurs si vous souhaitez qu'on fasse un magazine de la santé plus long. Nous, on est évidemment chaud. Merci beaucoup, Rim. Merci Christophe. Merci Diana. Enfin, chaud. On est OK pour que le magazine dure plus longtemps. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, on répond à toutes vos questions autour des problèmes de reins et de l'insuffisance rénale. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Salut.